Le gaz hilarant, c'est pas drôle, on voit ça tout de suite dans le JT de la radiologie. Le JT de la radiologie. Avec moi en duplex, le docteur Rami Azouz et Grégory Kuchinski. Grégory Kuchinski, vous êtes maître de conférence au CHU de Lille. Alors, ce gaz hilarant, Rami, vous êtes médecin urgentiste, ça fait des ravages. Effectivement, depuis quelques années, notamment 2 ans, on a une augmentation très importante du nombre de personnes qui arrivent aux urgences ou qui appellent un centre antipoison pour des signes d'intoxication, soit des complications immédiates, comme des convulsions, comme des problèmes cardiaques, donc comme des arythmies, mais aussi de manière plus chronique, après des intoxications de plusieurs semaines, avec d'autres problèmes neurologiques, notamment des scléroses combinées de la moelle et des atteintes hématologiques. C'est entre autres ces atteintes neurologiques ce dont on va parler aujourd'hui. Et donc, c'est l'afflux en fait de ces cas en urgence et dans les services antipoison qui vous a conduit à mener cette étude tous les deux, c'est ça? Absolument. On suit l'intégralité des cas sur le plan clinique d'un côté et sur le plan de l'imagerie de l'autre. En quoi elle consiste cette étude? Vous avez évoqué deux volets, clinique et imagerie. Dites-nous, donnez-nous plus de détails sur la méthodologie. Alors, sur le plan clinique, l'intégralité des cas pour lesquels un centre antipoison ou même un centre d'addictovigilance est contacté pour un avis sur la prise en charge ou simplement un signalement, tous ces cas sont suivis avec un recensement des doses consommées si possible, de la temporalité, de l'imputabilité, de la prise éventuelle d'autres drogues, mais également des symptômes développés, leur chronologie, et ensuite le suivi spécialisé qui va avec notamment les examens paracliniques, soit en neurophysiologie, soit en neuroimagerie, qui vont être réalisés. Toutes ces données donnent notamment le rapport qui est consultable par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Et sur le plan de l'imagerie, le docteur Kucharski pourra. Ouais, nous intervenons dans les cas de complications neurologiques, donc lorsque le patient, suite à une consommation aiguë ou répétée, va présenter des signes neurologiques. Et en fonction des signes présentés, on proposera la stratégie d'exploration qui est la plus adaptée. Le plus souvent, dans le cadre des complications neurologiques, il s'agit d'une IRM. Alors, on est dans le JT de l'imagerie. Alors, on va s'intéresser plus particulièrement à l'imagerie. Et si vous voulez bien, on va voir un cas concret. L'année dernière, lorsque ces consommations ont commencé à vraiment exploser dans le grand public, on a constaté à Lille une série de patients qui présentaient des complications médulaires de ce type de consommation. Donc, on avait souhaité alerter la communauté radiologique. Et donc, je vais vous présenter un exemple caractéristique de cas clinique qui peut se présenter donc, aux urgences. Il s'agit là de l'histoire d'un patient de 19 ans qui n'avait, donc c'est un jeune patient, qui n'a pas d'antécédent particulier, en dehors d'intoxication chronique, alcoolique, tabagique, d'intoxication également au cannabis, et donc de consommation répétée de protoxyde d'azote. Ce patient se présente aux urgences en raison de troubles de l'équilibre. Il a une marche talonnante avec une chute à la manœuvre de Romberg qui n'est pas latéralisée. Il a également des troubles de la sensibilité avec des paresthésies qui progressent depuis 3 semaines, qui intéressent les 4 membres. Et donc, quand on cherche à caractériser ces troubles de la sensibilité, on retrouve une hypoesthésie et une hypopalesthésie des 4 membres. Ce patient il a également un déficit de la motricité, plus discret, également au niveau des membres supérieurs, qui est évalué à 4 sur 5. Et donc, devant ce tableau-là, qui est un tableau d'atteinte médulaire, une imagerie est réalisée, il s'agit d'une IRM médulaire, et on nous demande d'éliminer une myélite. Donc, voici les premières images. Il s'agit d'une IRM médulaire en pondération T2, en coupe sagittale. Sur ces premières images, ce qui nous frappe, c'est l'hypersignal T2 du cordon médulaire à l'étage cervical. Et devant ce type d'atteinte, ce qu'il faut repérer pour éliminer les diagnostics différentiels, c'est l'étendue de cet hypersignal. Là, c'est un hypersignal qui est étendu du corps vertébral C2 au corps vertébral C7.
donc sur plus de 3 corps vertébraux. Et donc devant ce type d'atteinte, on va réaliser une exploration complémentaire en coupe axiale. Sur les coupes axiales, vous voyez, ce qui est particulièrement étonnant, c'est la distribution, entre guillemets, anatomique des anomalies. L'hypersignal T2 va être limité à une structure, à une zone bien précise du cordon médulaire qui correspond au cordon postérieur. Ces cordons postérieurs, ce sont ceux qui sont les voies de passage des fibres de la proprioception, de la sensibilité profonde. C'est ce qui explique la démarche talonnante du patient, c'est ce qui explique les troubles de l'équilibre. Alors, ce syndrome cordonal postérieur et ces images d'atteinte des cordons postérieurs, elles sont caractéristiques de ce qu'on appelle la sclérose combinée de moelle. Cette sclérose combinée de moelle, on la rencontre fréquemment en cas de carence en vitamine B12. Et dans le cas de l'intoxication au protoxyde d'azote, ce n'est pas une carence directe par insuffisance d'apport, c'est une carence fonctionnelle parce que le protoxyde d'azote, lorsqu'il est consommé de manière répétée, va empêcher l'action de la vitamine B12 et notamment son rôle dans la synthèse de myéline au niveau du cordon médulaire. Plusieurs questions. Vous dites quand il est consommé de manière répétée. C'est quoi répéter? Alors là, je vais peut-être laisser la parole à Rami. Alors, on n'a pas de dose précise parce que dans les observations qu'on a, ça peut être très variable. En tout cas, il s'agit de consommation régulière sur plusieurs jours ou plusieurs semaines, de quantités qui peuvent être de quelques cartouches par prise jusqu'à des prises massives comme 50, 100 à 200 cartouches par soirée sur une semaine. Ça peut être soit des consommations prolongées sur plusieurs mois de quelques cartouches, soit des consommations importantes sur une durée faible. Grégory, ce cas que vous venez de nous présenter, c'est un cas isolé ou c'est au contraire un cas représentatif? C'est un cas représentatif. Nous avons eu une série de cas, ce n'est pas un cas isolé, depuis maintenant plus d'un an, où régulièrement nous avons ce type de cas qui survient. Alors parfois nous réalisons un examen qui est négatif, ça veut dire que l'atteinte est certainement plus légère, plus modérée. Parfois l'examen est positif, là c'est un cas qui est particulièrement caractéristique. Surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces images, elles peuvent régresser après traitement, mais elles peuvent aussi laisser des séquelles et elles peuvent persister dans le temps avec donc des véritables lésions irréversibles qui vont s'installer. Donc, en conclusion, c'est quelque chose qu'il faut réellement prendre au sérieux. C'est un signal d'alerte que vous lancez aujourd'hui. Alors, effectivement, quand un patient arrive aux urgences avec ce type de tableau neurologique, même si le caractère d'intoxication n'est pas évident, premièrement, le clinicien doit creuser davantage, aller chercher une éventuelle consommation qui serait cachée et ne jamais passer à côté. Sur le plan de la prise en charge, il faut effectivement faire appel aux neurologues et aux radiologues, si possible spécialisés en neuroradiologie, pour éviter de passer à côté de ce diagnostic ou d'un autre. Voilà, creuser davantage, ça veut dire aussi donc faire appel à l'imagerie. Je vous remercie tous les deux, c'était très intéressant et merci pour cette alerte. Le JT de la radiologie.